Bienvenue au forum du journal Moudjahid, consacré ce matin au secteur de la santé et plus précisément à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et c'est son président, professeur Kamel Sanhadi, que nous recevons ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir, professeur. Je donne la parole à notre PDG pour un mot de bienvenue. Sabah al-khair alaikum, chers consoeurs, chers confrères, chers invités, marhaba bikoum. Donc, nous recevons aujourd'hui un professeur, un éminent professeur, une figure de proue dans le monde de la santé, puisqu'il est président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Il va nous en dire un peu plus sur cette agence, sur le travail de fourmi que fait cette agence. C'est un travail éminemment scientifique, pas uniquement au niveau de la santé, mais qui embrasse tous les aspects liés au secteur de la santé, mais qui surtout fait appel à des sciences comme les mathématiques et l'intelligence artificielle. C'est des sciences de pointe, c'est des méthodes de travail nouvelles, c'est des méthodes de travail qui nous fournissent des éléments, qui nous fournissent des facilitations pour comprendre certaines manifestations au niveau de tout ce qui est en rapport à la santé. Mais c'est aussi un travail qui, au final, va nous donner un tableau de bord exhaustif, complet, sérieux, documenté, chiffré, pour ne pas se tromper dans la prise de décision. Encore une fois, professeur marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, c'est à vous de nous expliquer. Il va donc être question surtout de la stratégie nationale de sécurité sanitaire qui va être soumise au président de la République à la fin du mois, je crois. Oui. Donc nous allons permettre au professeur de nous établir la vision et les objectifs de cette stratégie. Très bien. Merci. Est-ce que oui, allez-y. Je peux aller là-bas. Oui. Je ne sais pas si on gêne pas. Juste, ça sera court par rapport. Vous m'entendez, là? Oui, oui. En tout cas, je tiens à vous remercier, monsieur le président directeur général d'Al Moudjahid, madame également, et puis toute l'assistance pour cette initiative. Et puis le forum d'Al Moudjahid, j'y suis habitué, et puis c'est une maison que je connais très bien, et puis je vois qu'il y a des visages qui me sont familiers. Et donc, et surtout, le message le plus important, c'est que le quotidien Moudjahid est vivement remercié de contribuer à cet effet pédagogique. Parce qu'il va falloir qu'on comprenne que les choses doivent changer dans tous les domaines. C'est la volonté de monsieur le président de la République. Et qu'il va falloir mettre en place une culture, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on a perdues et qu'il va falloir récupérer. Et là, donc, il faut faire beaucoup d'efforts pour pouvoir rendre le citoyen intéressé et qui puisse surtout être acteur, parce que c'est le meilleur moyen de faire évoluer les choses, et que surtout pour l'intérêt du citoyen quand il s'agit de la santé, et tout est santé, hein, vous allez comprendre dans un petit moment que la santé est tout, parce qu'elle est on est au centre d'un certain nombre d'influences, de paramètres, etc.,
que tout ce qui nous entoure, toute l'exposition de la vie de tous les jours a un impact sur la santé. Je voulais partager avec vous rapidement, d'abord, avant de rentrer dans certains détails, il y a 4 ou 5 diapositives pour qu'on puisse, parce que c'est maintenant les choses pratiques, c'est qu'est-ce qu'on fait. Il faut avoir des choses concrètes, une action concrète qui va se traduire par une amélioration de la santé du citoyen. Et là, je le dis en cours, mais il y a tout un cheminement qui va permettre d'utiliser un certain nombre de moyens et d'outils pour qu'on puisse arriver à cette santé. Donc et là, je ferai un petit rappel, mais là, c'est juste la semaine dernière où on a réuni la grande réunion du comité qui participe avec l'agence pour mettre en place cette stratégie. Donc, c'est un peu flou, je crois. Bon, ben, allez. Ce n'est pas grave. C'est que la diapo qu'on ne voit pas ici, elle doit être un petit peu cachée peut-être par cette photo. C'est que hélas, nous sommes rentrés dans l'ère des pandémies. C'est que avant, il y avait la peste, il y avait un certain nombre, il y avait la grippe espagnole, etc. Donc, qui a tué des millions, des centaines de millions de personnes. Mais ces crises sanitaires, elles étaient espacées. C'était par siècle. La dernière, c'est la grippe espagnole, c'est en 1912. Ça fait un siècle, un bon siècle. Il y avait la peste noire, etc., qui a disséminé pratiquement la moitié de l'Europe. Mais depuis les temps qui nous sont maintenant rapprochés, tout est relatif. Hein. Depuis maintenant 30 ans, peut-être 40 ans maximum, nous avons eu le sida, la vache folle, les grippes, toutes les grippes aviaires, grippe porcine, puis c'est jusqu'au Covid. Hein. Donc nous avons fait le calcul et nous avons trouvé que depuis, peut-être même plus proche depuis 20-25 ans, nous avons une pandémie qui nous tombe dessus, c'est moi le terme, à peu près toutes les 4 années. Donc ça s'est rapproché. Surtout depuis le sida. Pourquoi? Parce que c'est pas par hasard. C'est qu'il y a des ruptures dans la biodiversité. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous avez le climat qui a changé. Avec le climat, c'est l'élément le plus important. Et puis, il y a certaines considérations économiques, telles que la déforestation, telles que la pollution, etc., qui ont chamboulé la biodiversité et que
tous les organismes, tous les animaux, etc., qui vivaient dans ces animaux, cette biodiversité était dans son milieu. Et comme il y a eu des changements climatiques et puis des changements induits par l'homme, ce qui fait que quand vous polluez et quand le climat change, quand vous coupez les forêts, etc., tous ces animaux qui hébergent des virus s'affolent, ils ne trouvent plus leur niche, ils se déplacent, ils se sont rapprochés de l'homme. Et là, parce que ces animaux, il faut savoir que 70% des maladies infectieuses sont des zoonoses, sont des maladies zoonotiques. Ce sont à l'origine des maladies qui étaient en fait animales, des virus qui étaient spécifiques de l'animal. Mais l'animal était dans son milieu, il était dans sa forêt, il était dans ses conditions optimales où ça ne dérangeait pas. Ebola existait depuis longtemps. Ebola, le Kentrolalina, il va massacrer tout. Il ne nous laisse même pas la chance de réagir comme le Covid. Parce que Ebola, c'est une fièvre hémorragique. C'est pas comme le virus Covid, il vous infecte et puis vous avez le temps de vous immuniser, etc., ou bien de vous faire vacciner. Et puis, bon, on est plus ou moins tiré d'affaire. Mais Ebola, c'est en 24-48 heures, même pas une semaine, ce virus, il sécrète chez la personne qui l'infecte des produits contre la coagulation du sang. Et puis, vous avez un sang, au lieu qu'il ait ses caractéristiques normales, parce que le sang, vous savez, il est rouge, il est un peu visqueux, il est comme un peu huileux, etc. Et cette viscosité, elle disparaît parce que le virus produit un certain nombre d'enzymes qui enlèvent cette viscosité du sang. Il devient fluide comme de l'eau. Et puis le sang, s'il n'est pas encore visqueux, il sort des vaisseaux. Et on a des fièvres hémorragiques foudroyantes au bout de quelques heures, au maximum de quelques jours. Pour Ebola, vous voyez un peu. Et Ebola, il y en a. Il s'est rapproché. Et il était dans l'Afrique un peu plus bas, il est maintenant vers l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, ce sont nos voisins. Ils sont là. Donc, c'est que ça monte. Et puis, Ebola, il faut le travailler d'une certaine manière, même si on va faire des vaccins ou là, c'est pas dans un centre de recherche banal, commun, où on fait des vaccins comme un Pasteur. C'est pas possible. Il faut que ça soit dans un confinement total, parce que même celui qui va le manipuler, il est en danger. Il est en danger. Il est travaillé d'une certaine manière, ce qu'on appelle dans un laboratoire P4. C'est le niveau le plus élevé de confinement d'un laboratoire. Et puis le chercheur, j'ai fait un stage quand j'étais de l'autre côté de la Méditerranée, et on travaille, c'est tout fermé. Il y a P1, P2, P2, c'est des laboratoires simples, mais P3, c'est déjà pour le sida, etc. Mais le P4, c'est plus que le sida. Le P4, c'est pour quelques virus de ce qu'on appelle 4, protection 4, hein, c'est de niveau 4, ce sont les virus les plus dangereux et foudroyants. Donc, en plus de travail comme dans un P3 où on est cagoulé, etc., on travaille en étant dans un scaphandre. Le chercheur, il est dans un P3, mais où il est P4 parce qu'il met un scaphandre pour travailler ce virus. C'est pour juste vous donner un peu la difficulté. Et il va falloir faire attention parce qu'il ne faut pas que ça nous arrive. Il ne faut pas que ce genre de virus puisse se rapprocher de nous. Hein. Et Ebola, il existait chez les chauves-souris, mais c'est dans la jungle.
depuis des siècles, où la biodiversité, et tout était respecté, parce que c'était loin, et il y avait quelques pygmées qui vivaient, l'Afrique tropicale, etc. Il y avait Ebola, il y avait des pygmées qui vivaient, donc les petits de taille qui sont noirs, ils vivaient dans... Donc certains mouraient, mais ils vivaient dans la jungle. Donc, et là, c'est une vie, un mort, on le souhaite à personne. Mais c'était ici, avec quelques morts, c'était par rapport au virus d'Ebola, c'était juste cantonné, mais c'était loin, au milieu de la jungle, dense. Maintenant, si vous coupez cette forêt, il y a des chauves-souris qui vivaient. Elles partent, elles s'affolent, elles partent. Et si le climat est pollué, etc., les animaux le ressentent aussi. Et ils se rapprochent des villages. Ils rentrent dans les écuries, ils rentrent dans les cuisines des gens, en Afrique, etc. Ils vivent avec eux, et vous avez la proximité. Si vous avez dans votre habitation, même précaire, etc., vous avez autour de vous des chauves-souris, ou là, dans les écuries, dans les étables et tout. Et ben, les virus d'Ebola, ou là, un autre virus qui est chez cet animal, il est proche de vous, petit à petit, le virus va s'adapter. Il va passer ce qu'on appelle la barrière d'espèce, et après, il va infecter l'homme, et puis il va se transmettre d'homme à homme. C'est là où c'est grave. Quand il se transmet d'un animal à l'homme, on peut isoler l'animal de l'homme, mais après, quand il y a une adaptation chez l'homme, après c'est fini. C'est grave. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on est... Ah, j'ai tout perdu là. Voilà, là. Non, il faut juste allumer, voilà. Ah, d'accord, ok. Il fallait juste allumer votre Voilà. PC. C'est juste pour vous dire que c'est important. C'est important cette notion. Il faut la garder, c'est un signal d'alerte. Et puis petit à petit, le Covid nous a donné une gifle positive. Hein. Parce qu'avec son caractère aigu, donc infectieux, etc., on a des morts, etc., qu'on voyait tous les jours et tout. Donc ça a permis un peu de regarder les choses de près. Donc, et puis le Covid nous a permis aussi de voir pourquoi il y a ces ruptures. Et puis on est allé plus loin. On a découvert qu'il n'y a pas que les pandémies, parce que la pandémie, elle est aiguë, tout de suite, etc. Tout le monde confiné, vous vous souvenez, vous l'avez tous vécu, on l'a vécu de près. Mais il y avait aussi des germes, il y avait aussi des maladies et des crises sanitaires globales qui nous rongeaient petit à petit. Mais bon. Mais au moins, c'est le Covid, la crise Covid nous a permis de creuser un peu. On a vu que les pandémies, le sida, la vache folle, les grippes aviaires, Covid, etc., que maintenant ça revient tout le temps, tous les 3-4 ans, Gina Hadja comme ça, c'est une alerte. Et puis on a découvert aussi qu'on était assis aussi sur une deuxième, c'est la première bombe des pandémies, et parce que, comme j'ai dit, il y en aura d'autres, parce que tout a été perturbé. Vous avez compris, le climat est très important, est très important. C'est le plus gros problème actuellement, les changements climatiques. Je dis, et puis le deuxième point, on a découvert aussi que l'alimentation faisait des dégâts, fait beaucoup de dégâts. C'est un confort comme ça, mais en fait, c'est pas un confort, on creuse notre tombe avec notre fourchette, comme dit l'autre. C'est une deuxième bombe, il y a, on vit
crise sanitaire générée aussi par l'alimentation, une alimentation malsaine, hein, je veux dire. Le gras, le sucre, le sel. Quand on échangera, je vous dirai certaines choses, si vous voulez, par rapport à ces choses, à ces déterminants alimentaires qui n'arrangent pas beaucoup les choses, et qu'on voit bien nos enfants, on a les collèges à côté, les lycées, etc. Passez-moi le terme des gamins et des gamines qui ont 13, 14, 15 ans, qui ont des corps d'adultes obèses, des enfants diabétiques, l'insuline, etc. Et qui shawarma, ils mangent comme ça, etc. C'est plus le petit déjeuner qu'on avait avec nos mamans, nos grands-mères, un peu de galette, si on avait un bout de chocolat, c'était le luxe. Et c'était très bien, c'était bio. Mais maintenant, les mamans, elles ne font pas le petit déjeuner à hein. Elles donnent 500 dinars. Son gamin, il va acheter des briques, donc je ne sais pas de quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans, le shawarma, etc., etc. Enfin, peu importe. Et là, vous avez vu nos enfants comment ils sont. Parce que tous les produits, je ne vous dis pas avec les acides gras saturés, donc ce qu'il y a dans tout ce qu'on tartine, sans citer la marque, Nutella ou la noisette, donc et tout ça, c'est des... Il y a du gras dedans qui a du bon goût, mais c'est saturé. C'est pas comme de l'huile d'olive ou l'huile de colza ou là, qui n'est pas saturée. Et quand vous la consommez, votre corps peut la dégrader. Parce que le corps, quand vous mangez de la viande, etc., c'est un gros morceau de viande, c'est des protéines. Et puis c'est découpé par vos enzymes, etc., en petits morceaux, petits, jusqu'à ce que vous avez des petites molécules. Et puis c'est absorbé par le sang. Et puis ça va alimenter vos cellules. Et vous avez de la croissance, vous vous développez. C'est comme ça qu'on vit. Mais par exemple, si vous consommez un acide gras, comme les marques que je viens de citer, c'est l'huile de palme qui est d'ailleurs extraite des forêts tropicales où habitent, où logent, je sais pas, où nichent les animaux comme chauve-souris, puisqu'on a découvert tout ça. On extrait de l'huile de palme, ça ne coûte pas cher, c'est des grosses quantités, et qu'on met dans tous ces trucs à tartiner. Un goût de chocolat, un goût de noisette, etc., etc. Et ça devient... Et nos enfants en raffolent. Hein. Et là, pour vous dire, l'huile de palme, par exemple, ou acide, dans l'acide qui est l'acide gras, l'huile de palme, eh ben, c'est pas saturé, c'est saturé, et ben, quand vous en consommez, les enzymes, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la viande, si on applique le même processus, nos enzymes ne peuvent pas couper cet acide gras, parce qu'il est saturé, il est tenu par des liaisons que les enzymes ne peuvent pas couper pour mettre en petits morceaux, pour puisse cheminer comme les autres aliments. Et ben, ça se stocke dans le foie, en particulier. Et ce n'est pas dégradé. Ça se stocke dans le foie et vous avez... c'est pour ça qu'on a avec l'obésité, etc., etc. Et quand vous avez, si vous en consommez tous les mois, tout le temps, des années, avec les enfants, ils en mangent tout le temps, etc., et bien, stocker ce genre de produits dans notre foie, le foie n'aime pas, il va être lésé par ces produits quand ils sont en grosse quantité. Ça va faire des lésions dans le foie, des cirrhoses et puis des cancers. Hein. Cancer de foie en particulier et puis d'autres cancers. Vous voyez un peu la gravité. L'alimentation, c'est la deuxième urgence. Et puis la troisième, c'est le changement climatique. Les changements climatiques, c'est fini. On vit à une époque où c'est terminé. Tous les dégâts en termes de changement climatique, on ne peut pas revenir en arrière. Allahumma, peut-être si on est strict, on va peut-être s'arrêter à ces dégâts.
Il n'y a aucun des dégâts encore. Hein. Donc, les changements climatiques, c'est important. Je viens d'assister à l'Assemblée mondiale de la santé à Genève le mois dernier. C'est là où toutes les problématiques, tous les pays, il y a eu 194 pays dont l'Algérie est membre, où tous les problèmes de santé sont exposés là-bas, et puis l'OMS prend après, met en place des stratégies, des conseils et tout, pour que les pays puissent, qui ont adhéré, enfin la majorité des pays, hein, puissent avoir un travail qui soit logique et commun pour que tout le monde puisse faire la même chose pour aboutir à une santé, un bien-être globalement respecté. Donc, tous les pays, quand ils prennent la parole, c'est les changements climatiques qui mettent certains pays, M. Takharout, j'ai vu les gens, Vanout ou les îles, j'ai vu des îles, là, docteur. C'est eux qui se plaignent le plus, parce que avec les eaux, la fonte des glaces, etc., leur pays commence à... C'est des îles, Jozor, ils sont en train de disparaître. Leur pays disparaît. Et vous savez ce qu'ils font? Ils achètent des terres ailleurs. Ils achètent en Australie, ils achètent Vanuatu, là, je ne sais pas, les petites îles, leur gouverneur, leur président, ils achètent des terres, bien sûr, hein, sur des surfaces d'un petit continent là, pour refaire leur pays. Vous voyez un peu. Et là c'est très très important. Parce que les changements climatiques, en fait, ont un impact direct sur la santé. Vous avez vu que donc, toutes les crises qu'il y avait, les canicules, en France, ça fait quelques années, où il y a eu surtout les personnes âgées. C'est eux qui en pâtissent les premiers. Parce que la personne âgée, il faut lui donner à boire, etc. Il y a, avec l'âge, etc., nous avons une dégradation au niveau du cerveau, au niveau de certains centres, l'hypothalamus, par exemple le centre de la soif, qui vous dit et que vous sentez, qui vous connaît, monsieur est en train de boire parce que vous ressentez. Voilà. Avec ça, hein. Là. Moi, je n'ai pas. J'ai fait exprès d'ailleurs. Mais si vous m'avez tendu la perche, j'ai comprise. C'est très bien. Donc, quand vous ne ressentez pas que vous avez besoin, avec jeune, parce qu'avec Hassid donc, ils ne sentent pas, ils se dessèchent et tout, et puis ils meurent. On a beaucoup de morts. D'ailleurs, c'est pour ça dans les EHPAD, là où on héberge les personnes âgées, donc les soignantes et tout, elles trichent les personnes âgées, elles leur mettent, parce qu'ils sont le match ou le samataïda, ils mettent un peu de sirop, etc., pour qu'ils puissent avoir un goût. Elle joue avec lui et tout, il faut faire comme ça pour essayer d'accompagner les gens. Et c'est tout à fait normal. Donc, ça c'est un effet direct des canicules sur les personnes âgées. Même on n'a pas que les données, etc., comment on fait, mais on est dans la même situation. Hein, donc, le climat, il est partout. Ouais. Donc, et puis, le changement climatique aussi, la canicule, a un effet aussi presque direct sur... on a constaté, on a fait des corrélations, on en parlait tout à l'heure avec M. le Président directeur général, il y a des corrélations directes entre l'augmentation de température et l'incidence de maladies, surtout la pédiatrie. On a remarqué que dès que la canicule s'installe, ça explose au niveau des services de pédiatrie. Les pédiatres, etc., c'est les enfants qui en pâtissent les premiers. Hein. Pédiatrie, et même avant la naissance, surtout les petits bébés, donc, les nourrissons. Et même avant, on peut avoir l'effet du climat, et de la chaleur, se traduit par une mortalité
infantiles et maternelles, les accouchements. Et puis, on a des bébés de faible poids à la naissance, qui est corrélé avec l'augmentation de température. Et parce que la température tout le jour, tout le temps, toute la journée et tout, le bébé il est dans l'utérus de sa maman, il est baigné dans un liquide amniotique. S'il est avec le liquide amniotique, il est toujours chaud, etc. À certains moments, oui, avec le bébé, sa croissance va ralentir. Voilà. Donc vous voyez un peu, tout ça c'est juste pour vous toucher du doigt. Alors les détails, pour qu'on puisse un peu comprendre la sécurité sanitaire. Hein. C'est ça qui... donc, et puis il y a d'autres encore, beaucoup de choses qui impactent la santé, mais il y a les trois priorités. Les pandémies, les changements climatiques et l'alimentation. Et l'Agence nationale de sécurité sanitaire a mis ça en premier. C'est l'urgent. Sinon, il y a plusieurs. Vous voyez, l'individu, il est au centre, comme vous et moi. Il a sa propre composition. Il a ses gènes, par exemple. Nous avons des gènes de la maladie, nous héritons de nos parents. Il y a des maladies génétiques qui vous les transmettent. Mais généralement, les maladies endogénétiques, elles sont ce qu'on appelle récessives. C'est que vous allez hériter de votre papa ou de votre maman d'un gène malade, vous n'allez pas tomber malade automatiquement. Sauf s'il y a autre chose, vous avez la malchance de rencontrer un autre facteur qui vient. Si vous avez une vie saine, vous êtes presque sûr que vous allez vivre normalement. Mais si vous avez la malchance de rencontrer quelque chose, d'avoir consommé un médicament toxique, ou d'avoir pris une drogue, ou d'avoir rencontré dans votre vie une infection un peu particulière, etc., on ne les connaît pas. Il y a plusieurs facteurs. Donc il faut avoir déjà le terrain, mais ce n'est pas suffisant pour avoir cette maladie. Mais si au courant de votre vie, vous faites n'importe quoi, l'alcool ou la hajat, c'est qui se rajoute, plus le défaut génétique, et là, vous allez rentrer, hélas, dans la maladie. C'est pour vous expliquer un petit peu. On a les marqueurs de ces maladies, nous en connaissons pas mal, hein, mais nous savons que les gens, si je fais le dosage, je fais ce marqueur, je le trouve chez pas mal dans cette salle, et sans pour autant que vous soyez malade. Mais vous pouvez aller dans un service de maladie, de tel cancer ou de diabétique, etc. Vous allez chercher ce marqueur. Vous allez, par exemple, un marqueur je sais pas, de tel cancer. Vous allez dans le service de cancérologie du cancer du pancréas ou du cancer du côlon ou du sein. Vous allez chercher le marqueur tumoral. Vous allez trouver avec les malades qui aura donc le même cancer, ils sont dans le service, ils sont hospitalisés. Vous allez trouver à 90%, 95%, ils ont gardé ce même marqueur. Ils ont quelque chose de commun. Mais ils ont eu la malchance d'avoir rencontré autre chose. Mais, voilà, je vous dis, c'est pas pour ne pas vous faire peur aussi. Hein, mais dans la rue, si je sors ou là, je vous fais cette analyse, je trouve parmi nous un certain nombre qui ont ce marqueur. Et ils sont là, ils ne sont pas hospitalisés. Donc ceux qui sont hospitalisés, ils ont rencontré quelque chose de plus. D'accord? Qui les a fait rentrer dans ce drame. Voilà. Donc, voilà, c'est pour vous dire que la personne, elle héberge un certain nombre de caractéristiques, son métabolisme, son système endocrinien, ses hormones, etc. Peu importe, il est en équilibre, s'il vit normalement, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des déterminants, ici, comment dire. Alors, par exemple, l'alcool, la cigarette, faire du sport ou pas, comment s'alimenter, etc. etc. C'est le premier cercle. Le citoyen, vous et moi, on peut les choisir. Je peux choisir de fumer ou pas fumer, de boire ou pas boire,
de faire l'activité sportive ou pas, etc. Ça, c'est votre choix. Celui qui fait le contraire, tant pis pour lui. Voilà. Donc là, c'est un premier cercle, c'est une expo, ce qu'on appelle l'exposome. Hein. Cette exposition, elle est choisie. On peut, mais qu'il y a le cercle qui est à l'extérieur, l'air, la chaleur, la canicule, ce qu'il y a dans l'industrie, ce qu'elle projette dans le ciel, les gaz toxiques ou la pas toxique, la radioactivité dans l'air. Parfois, j'ai dit, vous achetez des produits, des cosmétiques, des produits de nettoyage, vous ne savez pas. Il y a des femmes, je vois, elles ont des irritations, etc. Liquide vaisselle, ça, vous savez. Tout ça, c'est des choses qui influent sur la santé. Et là, vous les subissez, parce que c'est tout ce que vous avez à prendre, quoi. Voilà. Si vous n'avez pas le choix. Mais encore, ce n'est pas le meilleur exemple. Le meilleur exemple, c'est quand l'air, vous ne pouvez pas choisir votre air que vous respirez. Vous les allez respirer. Il a fait des gaz toxiques. Le robinet, l'eau de robinet aussi, c'est de l'eau qui vient publique, etc. C'est comme ça. Elle est à l'extérieur. La chaleur, vous ne l'avez pas la commandée. Etc. Vous voyez un peu. C'est la deuxième exposition qui est vers l'extérieur. Et tout ça, vous voyez, c'est énorme. Il y a plein de... C'est pour ça que quand c'était un peu plus clair, vous aurez vu, c'est des petits dessins. Oui, la radioactivité, oui, un chantier pour voir si la personne travaille ou ne travaille pas, où il y a un soleil, etc. Il y a une bouteille de vin pour les gens qui... De l'alcool, il y a une cigarette pour les gens... Attendez. Je l'ai sur l'écran, mais... Ah, voilà. Etc. Donc, vous voyez, la cigarette, tout ça, il banne. Donc, c'est pas dessiné comme ça pour rien. C'est chaque déterminant, il a ses données. Le soleil, on sait les jours de canicule, comment on les calcule. Ce qu'il y a dans l'air, il faut que l'environnement, etc., mette des capteurs dans certains endroits de la ville pour mesurer les gaz, les émanations. Et des émanations, il y a l'industrie, elle produit. Le ciment, les produits chimiques, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des taux qui sont normaux ou pas? Donc tout ça, il faut des capteurs. D'accord? Et ça se mesure. Donc, ils sont mesurables. Et ça, c'est Christopher Wilde, le monsieur, avec qui j'ai travaillé quand j'étais à Lyon. C'est le directeur général du registre mondial du cancer. Le registre mondial du cancer, c'est une antenne de l'OMS. L'OMS, elle est à 100 km, Genève, mais elle est Lyon est à 100 km, hein, à une heure de Genève. Donc, ils l'ont implanté sur un grand bâtiment où il y a tous les cancers du monde, tous les registres des cancers. Même l'Algérie, elle envoie ses déclarations, il faut les envoyer chez lui. Vous mettez, regardez les statistiques. Les cancers du sein, les cancers de l'estomac, les cancers, etc. Donc tout ça arrive là-bas. Et bien c'est lui qui a mis en place ce qu'on appelle l'exposome, où chaque déterminant, il a ce qu'on appelle son infographie, toutes ces données. Pour la cigarette, il réunit pendant une semaine, 2-3 semaines, des spécialistes de la cigarette, des scientifiques qui ont fait des recherches sur la cigarette. Comment la cigarette, comment elle est fabriquée, qu'est-ce qu'il y a dedans, quelles sont les différentes cigarettes, comment on peut calculer une fumée quand on est près de quelqu'un, combien de mètres, etc. Etc. Toutes les mesures, et puis chaque déterminant, il lui a fait la même chose. On appelle une infographie. Donc tout est cartographie, tout est mesurable. Voilà. Donc ça se mesure. Ça se mesure. Donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, nous travaillons avec cet exposant. Donc pour le moment, les 3 urgences. Vous voyez, j'ai compliqué les choses, maintenant je vais vous simplifier. Les pandémies, elles nous sont tombées dessus, elles se sont imposées, l'alimentation et le climat.
Et puis, et puis après, les autres. Voilà. Donc, l'agence est là-dedans. Et voilà. J'ai 3 bombes. La première, l'ère des pandémies, on y est, donc les virus, etc. Avec les scaphandres et tout, vous voyez, c'est comment travailler les virus dangereux. La deuxième bombe, le changement climatique, pollution, une voie inexorable. Inexorable. Mais on peut ralentir si vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'efforts. Vous voyez ce que la pollution, les terres commencent à dessécher, etc. Et puis la fonte, oui, j'ai oublié la fonte des glaces. Vous avez vu, donc, dans le pôle Nord maintenant, c'est des bâtiments, enfin, des volumes énormes de glace qui fondent. Le pôle Nord, c'est des montagnes. Ça se décroche, ça chauffe, parce que le climat chauffe. La montagne de glace se détache. Et c'est pour ça que les océans remontent, c'est pour ça que les insulaires, leurs îles elles sont immergées. Mais la fonte de glace, et vous savez la glace, c'est de la congélation. Vous voyez que la glace, elle a congelé des virus. Regardez, les glaces, elles ont fondu. Vous allez tout de suite comprendre. Parce que des virus, ils circulent depuis des siècles. Ils tournent au clair, ils tournent au pôle Nord, au Sud, et ça tourne. Et quand ils rencontrent la glace, il s'est pris dans la glace, il est congelé. Le virus se congèle, se décongèle. Les virus, on les congèle. Dans le laboratoire, on les congèle, et puis on les congèle pour travailler dessus, pour faire des produits de vaccins, etc. etc. Donc on va décongeler, on va dire. Donc, vous voyez, cette décongélation, ce climat, il va jouer aussi sur ça, sur l'ère des pandémies. Vous voyez, c'est interdépendant quand même. Donc ça aussi, c'est pour ça qu'on est rentré dans l'ère des pandémies aussi. Donc, bon, beaucoup de virus sont inoffensifs. Ils disent, bon, mais لو كان واحد يكون congelé, واحد يكون très très dangereux, ما نعرفوش. Et bien si celui-là arrive, il va nous faire des dégâts. Voilà. Et puis la troisième bombe, voilà, alimentation malsaine, une direction suicidaire. C'est moi qui avais appelé comme ça pour choquer, mais c'est pas, ça ne choque pas parce que voilà, malheureusement ce sont nos enfants. Les burgers Hadoga, etc., les frites, etc., etc. C'est une grosse calamité. Donc, parmi l'exposome que Christopher Wilde a fait, à Détroit, parce que c'est celle-là il faut commencer par celle-là. Voilà. Donc, il leur faut, voilà. Maintenant, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'exposome, elle travaille à partir de l'exposome, elle est là, elle est au centre. Et puis elle a ses outils, c'est des roues mécaniques, etc., pour les ordinateurs, les calculateurs, etc. Vous voyez un peu pour vous dire que ça travaille avec l'agence, mais donc elle est, bon, la définition un peu politique de cette agence, c'est l'observation, la veille et l'alerte. Donc, al-rasd al-yaqada ou l'indar, je crois, hein, c'est ça. Donc, bien sûr, elle travaille dans la concertation avec les autres, comme ce qu'il y a dans l'air, ce qu'il y a dans le commerce, ce qu'il y a dans le chocolat, etc. etc. Je suis obligé d'aller vers le ministère du Commerce, vers les douanes, qu'est-ce que vous apportez, etc. Je suis obligé d'aller vers l'environnement, la météo, etc. pour me dire... Donc je travaille en concertation. L'agence, elle travaille en concertation avec... Il y a plusieurs secteurs. Tout. Et donc, elle va développer après une stratégie à partir de là pour faire la veille. Et puis l'alerte, elle va donner l'orientation vers quoi elle va aller. Donc, quand on récupère toutes ces données, attention, ils sont marqués comme ça, mais gars, c'est les valeurs que je vous ai données tout à l'heure.
chaque déterminant, comment il se calcule. Donc, ça rentre là. En fait, on les utilise ici en récupérant les données de chaque secteur. On n'a pris que 3 d'ici, hein, d'accord? Et on va sortir des corrélations. Quand la température augmente avec telle consommation ou là avec tel phénomène, il y a une alerte. Parce que jusqu'à présent, on a toujours travaillé, les secteurs travaillent chacun. Le ministère de l'Industrie, il fait un certain nombre de choses, il sait qu'est-ce qu'il produit, qu'est-ce que ça va donner en matière de santé. Le commerce, il importe tel ou tel, il sait que certains produits sont dangereux, c'est direct. Mais, en tout cas, comme je l'ai dit, ce n'est pas suffisant. J'ai décrit tout à l'heure la maladie, même si on a un marqueur génétique comme quoi vous allez peut-être être malade, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir consommé, rencontré autre chose. Etc. Donc c'est tout ça qui est corrélé ici. C'est-à-dire, la particularité de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, c'est que les secteurs, leurs données, jusqu'à présent, ne sont pas très bien exploités. Pas à l'optimal. Il faut les faire parler encore plus. Et l'agence, elle va les faire parler ou grâce à sa ressource humaine, elle fait des corrélations tarbat. Ça n'a jamais été fait. Bien la météo ou la consommation du sel, bien le soleil, etc. J'ai des gens, des mathématiciens, l'agence, qui... c'est-à-dire, on n'est pas resté que sur les choses évidentes. C'est que si on consomme du sucre, le diabète balak, le gras et tout, l'hypertension, maladie cardiovasculaire, des choses évidentes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, vous pouvez manger du gras, mais normalement. Vous pouvez manger un peu de sucre, etc., mais c'est normalement. Donc, il faut un certain nombre de choses. Il y a certains, ils ont des maladies, le canard, j'ai jamais exagéré dans telle ou telle chose. Je suis malade. Donc, et c'est vrai, qu'on a un diabète alors qu'il n'a pas exagéré dans le sucre. C'est vrai, il va se poser des questions. Et donc, votre diabète, monsieur ou la madame, c'est qu'il vient parce qu'il y a autre chose. Il y a ça et ça. Et ce sont ces secteurs, par croisement, par des modélisations mathématiques, il va me trouver des corrélations auxquelles personne n'a jamais pensé. On n'y pensait pas avant. On pensait que le gras, le gazose, le sucre, etc. Mais il va me dire, non, monsieur, il y a une corrélation. Les mathématiques peuvent vous dire, il y a une corrélation entre ça et ça. Vous ne pouvez... il faut des spécialistes en mathématiques. Et puis avec maintenant, mais les mathématiques qui ont évolué, on est développé les technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire les big data, les data centers, l'intelligence artificielle. Et c'est tout ça qui nous permet maintenant de faire des corrélations qu'on va trouver rapidement entre des choses. Qu'il y a entre ça et ça, vous n'avez même pas pensé, parce que vous ne pouvez pas avant, parce qu'un être humain ne peut pas lire des millions de résultats. Il faut une machine. Voilà. Et le mathématicien est là, il va me dire, il y a entre ça et ça, là ça me suffit. Quand il va me donner des corrélations auxquelles on n'a jamais pensé, elle va nous sortir des signaux. Un signal faible qu'on ne voyait pas avant, il va être amplifié. Et là, si un signal faible, la catastrophe, en tant que le signal est faible, vous pouvez réagir. Voilà. C'est un peu ça le travail. Donc, des messages d'anticipation. Avec tout ça, on récolte toutes les données, et puis ça va nous dire, si ça continue comme ça va aller vers le diabète. Si ça continue comme ça va aller vers ça. On aura tant de maladies. Donc, on sortira avec deux grands axes, deux grands messages. Le plus important, c'est celui de la sensibilisation, communication et prévention. C'est pour avec la carte. C'est
c'est des êtres humains qui sont là-dedans, c'est les Algériens. Donc, c'est le meilleur message. C'est le message pédagogique. C'est-à-dire que si on arrive à sortir l'agence avec tout ce qu'elle va produire comme données, comme recommandations, etc., elle va sortir des messages qu'on va... Souvent, qui m'a été le Moujad. C'est bien d'avoir... C'est déjà... Depuis tout à l'heure, vous voyez, le gramme, c'est ça qu'il faut encore redire avec des données, en allant encore plus loin, plus loin, plus loin. Donc, et là, je dis le meilleur parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir une population éduquée, qui a une culture de la chose. Elle va comprendre ce qu'elle fait. Et juste, c'est pas la peine. Là. Il est tenté de prendre une limonade de plus, etc., etc. Et là, vous êtes tranquille parce que là, c'est le meilleur investissement, c'est là. Ou deuxième message, aux institutions, c'est-à-dire au plus haut sommet de l'État. Le rapport qui va sortir d'ici, c'est un rapport calculé, que je fais. Nous retrouvons les messages simples de la pédagogie pour la population. Et là, au plus haut sommet de l'État, il aura les informations exactes en disant nous sommes dans cette situation. Nous avons dans l'air telle et telle chose qu'il faut peut-être qui induit telle ou telle pathologie. Et ça va dans 5-10 ans, ça va induire, ça va aller dans ce sens, etc. Donc nous donnons au président de la République des informations chiffrées avec des hypothèses en disant 95%, parce qu'avec le travail d'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle la modélisation, un namdhaja. Il va nous dire, il va se baser sur les anciennes données, etc., historiques. Il dit que ça va, à 90%, ça va être ça. Mais il y a une deuxième peut-être possible hypothèse, avec 70% de chances que ça soit ça, etc. Et ça, en faisant un rapport au président de la République, en lui donnant les possibilités, comme ça, ce sera plus facile pour lui de prendre la décision. Il a besoin de ça pour réguler, pour faire des textes. Et il a quelque chose dans l'air et tout, il dira c'est tel gaz, il va dire à l'industrie, le gaz, soit l'interdire, soit il a des normes internationales, il va dire vous le réduisez à telle norme, etc., qui sont compatibles avec la santé, etc. Vous voyez un peu, c'est ça l'essentiel de... Voilà, c'est juste l'ordre du jour. C'est ça l'essentiel et c'est ça ce que madame a posé comme question. Elle dit, pour revenir à ce qu'on a fait jusqu'à la semaine dernière, c'est la stratégie nationale de sécurité sanitaire. Donc 2025-2030. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni tous les secteurs, il y en a 31, hein, pratiquement tous les ministères. L'intérieur, les douanes, parce qu'on importe des choses, hein, le commerce, les gâteaux, les halwas, les limonades, les jus, etc., tout ça, et ainsi de suite, le ministère de l'Environnement, donc plein de... tous ces secteurs, nous avons créé un comité permanent qui va nous aider à mettre en place la stratégie nationale de sécurité sanitaire. C'est-à-dire qu'on s'est réunis en train d'avoir avec eux, chacun, il dit voilà ce que tu as l'industrie, voilà, on fabrique ça, il y a des produits chimiques et tout. Le produit, il sait qu'il a un effet sur la santé, sur les cancers, sur telle et telle pathologie. L'environnement, il sait ce qu'il y a dans l'air, etc. Le commerce, il gêne avec, etc., etc. Donc tous ces secteurs sont dans cette stratégie, dans ce comité permanent, et on essaie de collecter les données, le maximum de données possible. Elles ne sont pas toutes complètes. Où l'agence est là, elle est créée nouvellement, ça fait 3 ans par le président de la République, et parce que en fait c'est ce qui manquait. Les organismes et tout, ils existaient depuis 20, 30 ans, etc. Mais dans son secteur,
vous connaissez. Hein, et puis, ils ne communiquent pas bien. Vous savez, on est des Algériens, hein, même certains, ils ne se parlent pas. Hein. Donc, chacun reste et tout. Alors que l'État, c'est de bonne foi, a beaucoup investi. Il donne du budget, il donne ça pour faire avec le commerce, avec la météo, avec etc. Mais les secteurs, ils font des choses, mais après, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas encore des relais qui permettent de mettre tout ça en musique. Qui m'a de la machine. C'est un orchestre. Voilà. Donc, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, c'est un fédérateur. Il a permis de fédérer, de réconcilier ceux qui, les canaux, etc. Et là, c'est une grosse plateforme numérique, etc., avec les calculs et tout. Pour vous dire, il n'y a pas, je parle avec on n'est pas que des médecins ou des pharmaciens de l'agence, parce que vous allez dire, sinon ça aurait été la catastrophe. Je veux dire, on aurait pas le côté médical. Ils restent dans leur bulle, c'est pas suffisant. Il y a un tiers de son ressource humaine qui est médecin, pharmacien, biologiste. Les deux autres tiers qui ont beaucoup de mathématiciens, modélisateurs, professeurs en intelligence artificielle, statisticiens, et puis d'autres spécialistes de l'environnement, etc. Plein. Et puis il y a une petite administration aussi qui nous accompagne. Donc vous voyez, et c'est le secret du succès, c'est ça, il ne faut pas rester dans son domaine. Il faut que les équipes soient variées et pluridisciplinaires. Dans la même institution, il faut nous faire aller. Parce que c'est la seule façon le médecin biologiste, il constate quelque chose, mais il est impuissant pour calculer, faire les corrélations. Si le mathématicien à côté de lui, il a le data center, etc., il va lui expliquer. Il fait un mot la problématique, le mathématicien, etc., il va comprendre, il va modéliser ça sous une forme mathématique. Il va sortir, il dit, monsieur, oui, on peut rattacher ça avec ça, etc., etc. Vous voyez, ce sont des équipes comme ça pour y arriver. Sinon, on n'y arrivera pas. Il faut les sciences médicales, biologiques, mais avec les sciences dures, avec les sciences pures. Et c'est comme ça que vous allez sortir avec des... Parce que maintenant, on a des outils efficaces qu'on n'avait pas avant. Et là, ça nous permet de faire beaucoup de choses et même d'être un peu dans l'anticipation et sortir avec des messages clairs. Donc, tout ça, un rapport a été préparé pour le remettre incessamment se peut à M. le Président de la République dans ce sens. Alors, je vous remercie et je pense que... Non, ça fait pas peur? C'est peut-être le but. C'est peut-être le but. Peur, mais il ne faut pas céder à la peur. Peur juste pour faire prendre conscience, mais il ne faut pas... en même temps, je suis d'accord avec vous et pas d'accord. Mais il ne faut pas avoir peur de se croiser. Non, peur et réagir, absolument. Absolument. Voilà. Donc, oui, on va peut-être prendre des questions. Oui, allez-y. Par rapport à l'exposé. Bonjour tout le monde, Kalima Dilas du journal Horizon. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure des pays subsahariens. Vous avez évoqué Ebola. Monsieur, sachant qu'il y a des Africains, des Nigériens, des Maliens, tout ça, qui viennent, qui s'installent ici chez nous et qui sont livrés à eux-mêmes entre nous. On les voit sur les autoroutes, on les voit un peu partout.
est-ce qu'il n'est pas temps de les prendre un peu en charge pour nous protéger, nous, et les protéger bien sûr eux aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, merci. Il y a déjà une démarche. Écoutez, Ebola, s'il y avait Ebola, on l'aurait vu avec les décès. Hein. Mais il y a eu quand même, il y a eu des cueilleurs de fraises, etc. Les skikda, etc. C'est signalé pour la diphtérie, pour un certain nombre de pathologies. Mais ils sont. Le problème, c'est de pouvoir les contrôler. Les pouvoirs publics sont là, ils les prennent en charge. Et on a mis en place, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a mis en place un comité ad hoc pour Ebola, etc. Et pour les autres, il y a eu pour les punaises de lit, pour la diphtérie, pour un certain nombre de pathologies, la variole du singe, etc. Donc la variole du singe, elle est en train de revenir. Hein. Alors qu'on a j'ai mis un comité ad hoc depuis au moins 6 mois. Et ça s'est calmé, puis là c'est revenu. Et le directeur général de l'OMS est en train de se demander s'il ne va pas déclarer l'urgence sanitaire ou pas par rapport à la monkeypox, c'est-à-dire la variole du singe. Donc, ce qui devrait être fait, je ne sais pas, je ne suis pas le ministère de la Santé. Hein, vous peut-être poser, ils vont vous donner peut-être exactement ce qu'ils ont fait comme opération. Mais en tout cas, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a réuni un certain nombre d'acteurs, en particulier le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie et de l'industrie pharmaceutique, etc. C'est-à-dire s'il y a une maladie, le ministère de la production pharmaceutique va préparer les molécules qu'il faut, etc. Les douanes, la police, la gendarmerie, parce qu'à cause des frontières, pour voir avec les migrants. Mais en principe, c'est pris en charge. Mais maintenant, je ne peux pas, madame, vous donner la stratégie de, comment dirais-je, comment... Parce que la façon dont vous posez les questions, les Africains, comment nous on se protège et tout, je ne peux pas le dire comme... Non, madame, vous le dites comme ça, je ne dis pas que vous êtes xénophobe. Non, je le dis librement, autrement je ne l'aurais pas prononcé, madame. Là, madame, j'ai fait exprès, je l'ai dit clairement au micro, donc je sais bien, je ne vous accuse pas de ça. Mais on traite ça avec tact, je pense. Parce que vous ne pouvez pas, avec du tact, vous ne pouvez pas dire les Africains, il faut aller oui. Là, vous n'avez pas besoin, madame, de m'expliquer, j'ai compris. ماشي مرميين هما روحهم مدام. C'est pas le sujet. Moi, je constate, je vois le constat, et ce n'est pas que moi. Il y a plusieurs personnes, dans le terrain, on parle d'eux, c'est tout le monde qui est désolé. Madame, il y a même un décret exécutif qui prend en charge gratuitement. Là, madame. J'aurais pas dû prononcer gars. S'il est compris. Bien, merci. Madame, l'État fait tout. Je vous dis même gratuit. Oui. Donc pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, professeur. Il sera pris en charge. Africain ou pas africain? J'ai parlé avec Ramor. Oui. Il travaille avec nous, oui, je sais. Oui. Très bien. Bien, merci. Moi, je voudrais vous relancer sur l'application de cette stratégie, professeur. Est-ce que ça va être facile de l'appliquer, elle qui se base sur l'observation, l'alerte et la sensibilisation? Est-ce qu'il sera facile de l'appliquer avec le système de santé actuel? On va y aller. Je ne dis pas
ce sera appliqué. Mhm. Mais maintenant, il y a une démarche. On ne peut pas dire comme ça, Lyon, ça s'applique. On va tout changer. Eh oui, parce qu'il y a des choses. Tout ne fonctionne pas très bien aussi. Absolument, oui. Les hôpitaux, on a Mamrin, etc. Les gens se plaignent et tout. On n'est pas l'idée. Et même dans le monde entier, c'est un peu difficile. Dans dès qu'il y a une crise sanitaire, les hôpitaux sont. On n'est pas dans une situation idéale. On n'a pas les meilleurs hôpitaux, Oui. mais on a un système de soins de base qui est intéressant, qui est supérieur à beaucoup de pays à revenus moyens. L'Algérie, heureusement, depuis l'indépendance, elle s'est beaucoup investie dans les soins primaires. Oui. Les enfants, les mères, les accouchements, le programme de vaccination, en Afrique, c'est le meilleur, le programme, le PEV, le programme élargi de vaccination. Les écoles, on nous vaccine de force, etc. C'est bien. Et tout ça, c'est des résultats où petit à petit, on se rend compte, la mortalité, elle est meilleure chez nous qu'ailleurs, etc. Donc, c'est des acquis. Ou même, la stratégie nationale de sécurité sanitaire, madame, on est venu grâce à vous, vous l'expliquez, on a commencé à le faire aussi, mais il faut que ça aille vers ça. Ça va prendre du temps. Elle va s'appliquer sur les 5 prochaines années. D'accord. Donc, 2025-2030, elle va donner, Inch'Allah, des fruits au maximum. 2025, c'est loin et en même temps c'est court. Voilà, on aurait pu faire 2030 ou là. 2035 ou la 40 Oui. là, sur 10-15 ans, etc. Mais comme vous voyez que ça, maintenant, hélas, ça change rapidement. D'accord. Vous avez les pandémies qui arrivent, et ça, on ne sait pas dans... 2025, 2030, on sera dépassé. D'accord. On ne pourra pas... il aurait peut-être fallu faire 3 ans, là, un truc comme ça, mais parce que maintenant les pandémies, elles arrivent à grande vitesse, les changements climatiques à grande vitesse, etc. Et 2025 à 12, c'est... Et quelles sont les priorités, quels sont les points prioritaires qu'il faut réformer pour que cette stratégie puisse être appliquée? Système d'alerte et de repérage et de veille pour faire la riposte, détecter les pandémies, puisqu'il y a des problèmes des pandémies. Donc, on développe les outils, des outils scientifiques, en utilisant les données d'avant, etc., pour tel germe, quand est-ce qu'il on prend germe par germe, virus par virus, son historique. Il est venu tel année, tel territoire. Il s'est calmé pendant 3-4 ans, etc., etc. On voit comment. Oui, le deuxième virus, le troisième, etc., etc. Et ça, on ne peut le faire qu'avec maintenant avec les outils modernes de l'intelligence artificielle. Tout de suite, il va nous donner la modélisation. Mais il faut l'alimenter en données. Il faut récupérer les anciennes données du ministère de la Société. C'est pour ça que l'agence, elle travaille dans le temps. Il faut avoir les données à 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, pour tel germe, pour la variole, pour ça. Vous voyez un peu, c'est du grand travail. Après, quand je les ai, les machines, un peu, le data center qu'on a à la présidence, c'est des grosses machines. Pour faire, on fait ça avec la calculette, etc. Mais là, ce qu'on appelle les calculs intensifs et tout, puis en quelques jours, vous sortir beaucoup de... Mais il faut avoir les données. Ou les données, il faut les arranger. Il faut que ça soit... Parce qu'on découvre, il y a des fiches qui sont remplies, tout ça, la machine, si vous lui donnez une barre, elle ne va pas comment... Il faut tout uniformiser, parce que la machine est un data center, pour qu'elle puisse... Un langage. Un langage, et il faut les mettre... Après, c'est un point, on a pointillé, vous voyez, il y a une valeur qui manque. C'est tout ça le travail de l'agence, pour qu'elle puisse... Mais si c'est tout bien rentré dans la machine, elle vous sort rapidement les choses. Mais c'est le travail d'avant qui est un peu compliqué. Donc, la première... C'est l'alerte, oui. Voilà. Deuxième, l'alimentation. On s'est attaqué... Moi, l'alimentation, il y a beaucoup de choses. On consomme beaucoup de choses.
c'est le gras, le sel et le sucre. Le sucre. Le gazose. Je vais vous dire une chose. J'ai travaillé sur là récemment, Bessif, un peu le décret pour faire baisser le taux de sucre, les limonades. Et vous savez, dans nos limonades, on a 106 grammes de sucre par litre, ou 10 grammes, 6 par 100, par un verre 100 ml. Eh bien, on a exigé, d'un gramme, 105, de 106 à 105, parce que les producteurs de... Oui, mais bon, il faut les convaincre, il faut leur dire, bon, quand le sucre, voilà ce qu'il donne, voilà comme maladie, etc. C'est d'un gramme, en disant que chaque année, il faut descendre, de temps pour arriver. Et vous savez, on est encore loin. Et il y a qu'un des pays, beaucoup, ils relèvent le goût, etc. Donc les vendeurs, je sais, bon, pour que, combien de temps il veut 2 ans non, moi j'ai 2 ans. Chaque année, vous me baissez de temps, et il faut descendre. L'OMS, vous savez ce qu'elle dit, pour que ce soit sain, dans la limite. L'idéal serait 55 grammes par litre. On est à 105. Qu'un des pays comme la France, elle est autour de 95. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de pays qui, l'Espagne, etc., Mais déjà, il faut qu'on amorce ça. Donc, il faut le goût, il faut que les gens s'habituent, le sucre, ou le phobie, etc. Mais quand je pars à l'étranger, je me souviens avec mon épouse, on a pris du jus d'orange. C'est vrai, ma cache moins sucré. Mais le lendemain, 2 jours après, on s'y habitue. Regarde, on sait. Il faudrait presque 2 ans pour s'habituer, etc. Vous voyez un peu. Merci, professeur, oui. Ou les changements climatiques aussi. C'est le 3e, avec les mêmes procédures, les données avec le ministère de l'Environnement, etc. Très bien. On va prendre une autre question de mes collègues. Oui, allez-y, madame. C'est l'APS, c'est ça? Oui, c'est Mekusa Chekir de l'APS. Est-ce que le rapport que vous allez soumettre au président de la République est ficelé? Est ficelé avec le constat, les urgences que vous avez citées, énumérées, et avec les ripostes pour chaque situation. Et quels sont les grands axes, les axes principaux de cette stratégie? Ces ripostes, voilà, de cette stratégie. Oui, le rapport est ficelé, il est sorti de l'imprimerie, etc. Donc, il sera entre les mains du président de la République récent, dans peu de temps. Eh bien, nous avons fait un certain nombre de recommandations. Eh bien, il n'y a pas de secret, c'est à peu près ce que je suis en train de dire, en disant qu'il est tout à fait d'accord. C'est-à-dire que il y a les priorités sanitaires. C'est celles-là qui sont ressorties pour qu'on commence avec ça, parce que c'est des urgences. Et puis les axes transversaux pour pouvoir que des actions concrètes puissent se mettre en place. Il faudrait des axes transversaux en introduisant à des technologies d'information telles que l'intelligence artificielle, les grands calculs, la modélisation et les équipes pluridisciplinaires. On met en place les systèmes d'alerte. On a mis en place pour les nouvelles pandémies sur smartphone pour qu'on soit alerté dès qu'il y a quelqu'un qui est contaminé, etc. Pas loin de vous, vous le saurez, etc. Par Bluetooth, etc. Vous voyez un peu. Bien sûr, oui, bien sûr. Et une veille permanente concernant tout ce qui se passe dans le monde par rapport
on fait de la veille sanitaire. Hein. Tout ce qui, donc, nous consultons quotidiennement toutes les grandes institutions impliquées par la santé dans le monde, en particulier l'OMS, etc., aux États-Unis et puis l'Europe, parce qu'on n'est pas, il n'y a pas de rideau de fer, hein, donc tout ce qui peut toucher un continent peut arriver rapidement chez nous. Hein, donc, Hada, il va falloir le mettre, le développer encore plus, mais nous le faisons tous les jours. Et puis, ça nous permet aussi, à partir de là, de mettre en place un certain nombre de choses. Par exemple, de ne plus tomber dans les travers, par exemple, qui ont été mis à jour par la crise sanitaire Covid. Par exemple, la fabrication des vaccins. Vous vous souvenez, quand on a voulu acheter des vaccins à des millions de dollars, etc., personne ne voulait vendre. Vous disent, on fait pour nous, et puis après, on vendra quand on aura produit, on aura vacciné chez nous. Donc, moi, j'étais impliqué dans la mise en place des achats des premiers vaccins, pour sélectionner qui est le meilleur, etc., etc., etc. Avec de l'argent, le président il disait, il faut accélérer, acheter ça. Ils ne vendaient pas. Belgique dans 8 mois, 1 an, etc. Donc, le président, il mise du finance paquet, hein. Chérie, acheter. Et ça, on ne sait pas vacciner, on ne sait pas faire les vaccins. Ben justement. On ne sait plus faire les vaccins. C'est pas non, ce que je demande, il faut le relocaliser. Madame a dit, c'est une chose très importante. On faisait les vaccins avant. Oui. En Algérie. On faisait les vaccins courants, etc. Je vais vous parler d'une autre situation, d'un autre vaccin stratégique. Mais tout ça a été, comme beaucoup de pays, ça a été un peu abandonné. Les technologies ont été... Parce que des pays, maintenant, on va acheter des doses de vaccin 50 centimes, la dose là, en Inde ou là, en Chine, etc. Ça coûte moins cher, etc. Et tout ce qui se fabriquait a été abandonné. La technologie avant, on avait les anciens, ils savaient faire. Ah, donc les anciens classes, mais de retraite, bateaux, etc. Et puis toutes les chaînes de fabrication étaient... Donc, on achète parce que c'est moins cher, et puis... Justement, je rebondis sur ça, professeur. Je crois que l'une des ambitions de l'agence, c'est de mettre en place un atelier de recherche et des études voilà. des vaccins. Voilà. Où en est cette ambition? Est-ce que c'est réalisable? Écoutez, déjà pour la vaccination, le ministère de la Santé, Institut Pasteur, etc., ils vont remettre en place la fabrication de vaccins. Un projet, le ministre de la Santé en a parlé, ça fait pas longtemps. Pour être des vaccins d'usage courant, BCG, tout ça, il faut le fabriquer ici. Ça va. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a proposé une chose encore un peu plus stratégique, parce que c'est notre spécialité, c'est de mettre en place un centre de recherche en vaccinologie confiné. Madame, pour des problèmes, pour revenir un peu vers vous, et ça va faire le lien, pour que quand on aura, peut-être, j'espère que non, une catastrophe sanitaire, Ebola, avec contaminé ou là, il dit de n'importe où. Hein, il va falloir avoir un hôpital spécial, un petit hôpital, un hôpital, ce qu'on appelle de confinement. Le malade qui a, par exemple, Ebola, il ne faut pas qu'il soit dehors. Sinon, s'il propage Ebola, ça va être difficile de maîtriser. Il faut avoir le patient, ce qu'on appelle zéro, le premier patient. L'un des premiers, il faut l'isoler.
avec l'hôpital, et puis avec l'hôpital, il est adossé. Hôpital et en même temps centre de recherche de vaccinologie. Les vaccins. Il faut faire le vaccin pour Ebola. Il faut faire le vaccin pour Covid. Il faut faire les virus qui sont très dangereux. Je disais tout à l'heure de niveau 4, vous vous souvenez. Il faut leur faire une usine, une petite usine de fabrication spéciale. Mais Drouche qui va un Pasteur ou l'État ministère de la Santé, qui sera un laboratoire, une chaîne de fabrication de BCG, etc., propre, etc., stérile. Donc c'est normal. Mais vous ne pouvez pas, il faut que je sois en scaphandre dedans. Parce que même le manipulateur, sinon il va mourir. Le scientifique, je crois qu'il va le combat. Donc il faut qu'il soit celui qui va nous faire du vaccin pour tel ou tel élément très dangereux. Il faut qu'il soit dans une structure P4, un niveau laboratoire qui nous permet de travailler sur de telles souches. Et surtout, même l'Agence nationale de sécurité sanitaire propose que ce centre de vaccinologie, de recherche sur les germes très dangereux, c'est de mettre dès maintenant, dès qu'il sera en place, des chercheurs qui vont travailler sur, puisque je vous ai dit qu'on faisait la veille, oui, on surveille certains virus dans certains pays qui surgissent par-ci, par-là. Il y a certains qui reviennent. Le variole du singe, il commence à s'imposer. Ou tel qui part et qui revient. On est en train de tenir, on les tient à l'œil, les flambées qui font des va-et-vient. C'est sur ces flambées-là, c'est sur le virus-là, ils vont s'en occuper en priorité dans ce centre de vaccinologie pour que les chercheurs puissent travailler dessus, sur des souris, etc., préparer le prototype de vaccin, mais à l'état de recherche. Comme ça a été déjà, comme pour le Covid, l'Institut Pasteur de Paris a travaillé comme ça sur l'ancien Covid, sur le Covid qui a les chameaux. Voilà, les camélidés. Les chameaux, et puis après, et puis l'autre, celui des chauves-souris. C'est pour ça qu'on a gagné du temps, pour fabriquer le vaccin en une année. Donc, les virus dangereux, il faut travailler pour lesquels on a une idée, on les surveille. Ils veulent revenir, une dizaine ou une quinzaine, on met des équipes travailler dessus, cloître le prototype de vaccin, et puis on les congèle. C'est déjà prêt chez la souris, il fonctionne chez la souris. Maintenant, vous ne l'avez pas le fabriqué parce que vous n'avez pas la pandémie. Mais dès que 1, 2, c'est ça, je le décongèle et je le mets en fabrication. C'est après la fabrication. On peut espérer l'installation de ces centres et de cet hôpital dans les 5 années à venir, professeur? Dans les 5 prochaines années, oui, il faut que ça soit rapidement même. Et il fera partie de ce qu'on appelle de la priorité de la stratégie, oui. Voilà, de biodéfense. Très bien. On prend des questions? Oui. Micro? Chérif Ali, freelance. C'est comme ça que je me présente. Donc c'est vrai que moi je partage un petit peu l'inquiétude à vous écouter. Bon, il y a des choses. Mais sinon, personnellement, je sortirai d'ici encore plus intelligent après vous avoir écouté. Ceci étant dit, donc c'est vrai qu'il y a l'ère des pandémies, mais il y a l'ère des guerres bactériologiques. Pardon, si je... Et puis il y a, pour aller dans le sens de Madame Larbi, il y a des docteurs forts de l'amour partout dans le monde. Quand je parle de guerre bactériologique, je me réfère à Gaza et ce qu'on a lu sur ce qu'on a inoculé, paraît-il, dans les réseaux hydriques, le virus de la polio. Oui, oui. Donc, il y a des soucis à se faire. Donc, ça sera une question, à ma part,
guerre bactériologique, qu'est-ce que vous en pensez? Et je voudrais revenir aussi au Covid. Covid et ses différentes mutations. Et puis cette histoire ici, et puis en toile de fond, les laboratoires et leurs jeux, j'allais dire malsains. Je ne me permettrai pas. Mais bon, beaucoup de critiques ont circulé à chaque fois, les variations du Covid, ont fait que, bon, je ne parle pas des antivax ou des sujets qui est traité ailleurs, mais maintenant, on a remarqué que la vigilance n'est plus de rigueur. Les gens, quand le Covid, le plus gros est passé, donc pas question de se balader avec un masque. Donc, au niveau de votre fascicule alerte, je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. J'avais aussi d'autres choses en tête, mais sinon, on est édifié, c'est ce qu'il faut faire. Ah oui, alors, j'ai lu dans un des programmes des candidats, il est pour augmenter le budget de la santé, il a dit de 50%. Un des candidats, des trois. Qu'est-ce que vous en pensez? Même si on sort un petit peu de... La question de Lula, c'était... Lula, c'était le... On est dans l'ère des pandémies. Et la Et guerre. puis il y a l'ère des guerres. La guerre. Ensuite le Covid, et ensuite... Oui. Anna, j'imagine mal d'être dans la peau de quelqu'un, mais je parle pour moi qui va fabriquer quelque chose éthiquement, mais vous avez utilisé la guerre, c'est peut-être aussi. Il y a des guerres aussi, enfin des gens qui pratiquent des guerres et qui peuvent procéder de cette façon. En tout cas, le président de la République a tenu à ce que une biodéfense puisse se mettre en place, qui pourrait donc, avec toutes les spécialités concernées en Algérie, pour prendre en charge ce volet ce qu'on appelle le bioterrorisme. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais c'est encore... mais c'est un projet d'actualité. Hein. En ce qui concerne... oui, pour Gaza aussi, vous avez dit ça peut être... oui. J'ai oublié de vous dire que un des axes qui ont été débattus à l'Assemblée mondiale de la santé à Genève le mois dernier, la question de Gaza sanitaire. C'est une catastrophe sanitaire et tout le monde était d'accord pour dénoncer ce génocide et puis les implications sanitaires. Ce qui m'a un tout petit peu choqué, parce que je ne suis pas diplomate, mais j'ai vu les pays tout le monde, ils ont tous, pratiquement tous pris la parole et ont dénoncé ce génocide, parce que c'était à l'OMS, donc on parlait aussi de la santé automatiquement, parce qu'il faut faire quelque chose là-bas, sur le plan sanitaire, par l'intermédiaire des pays, et puis surtout de l'OMS. Mais il y a une résolution, ensuite L'entité sioniste. Voilà, l'entité sioniste a mis un amendement à cette résolution disant que, quand il faut, donc les hôpitaux de Gaza, ils sont en fait peuplés par des terroristes, etc. Eh bien, figurez-vous que beaucoup de pays, tous ils ont dénoncé le génocide, et quand on est arrivé au vote, Personne n'a voté. ça n'a pas mal. Ils ont voté avec Ben oui. de l'amendement. Vous voyez un peu. Et ça, c'est sûr que c'est inquiétant. L'Algérie l'a dénoncé fermement. J'étais présent avec l'ambassadeur Genève, ouais, la mission permanente.
Donc ça, c'est une grosse problématique. Le Covid, on a fait une enquête. On était un peu aussi choqués par la réticence des Algériens vis-à-vis de la vaccination. Oui. Il y a une enquête qu'on a, même un sondage on a donné le rapport à M. le Président de la République, hein, pour qu'on comprenne, pour que les prochaines pandémies, les vaccins, pour que les gens puissent adhérer. Les trucs. C'est incompréhensible hein, que des jeunes refusent, des étudiants refusent de se faire vacciner, alors que c'est eux qui doivent faire la promotion de ce vaccin. Oui, oui, oui. Il y a, bon, on a trouvé que dès qu'il y a un leader dans la famille, il vaccine, par exemple, les Kibirfium et tout le monde vaccine, tout le monde, on fonctionne. Parce qu'il faut faire avec aussi notre sociologie. Hein, donc, ça, quand le chef de famille, le vieux, etc., il dit, tout le monde vaccine. Les gens qui ont un certain niveau, qui se vaccinent souvent, les familles, donc il n'y a pas de problème, etc. Et puis certains disent, il a c'est vacciné, etc. Il y a eu plein de choses comme ça. On a sorti plein d'informations. Et c'est sûr que dit des docteurs fort l'amour, et ça apporte des préjudices. Beaucoup, cette crise sanitaire, elle a eu beaucoup d'aspects qui ont impacté négativement l'adhésion à la vaccination. Et puis, on a vu dans les plateaux télé beaucoup de monde qui parlait. Ça allait dans tous les sens, etc. Et puis, malheureusement aussi, les fake news, les réseaux sociaux, etc. Et on est un peu choqué des mains. Je ne les regarde pas du tout à des réseaux sociaux. Et je ne sais pas pourquoi la population en général, les populations même du monde entier, au lieu de un journal ou un article scientifique, etc., qui explique ce que c'est un vaccin, ce que c'est un virus, il va amplifier, regarder quelqu'un dans un coin, il va dire n'importe quoi, etc. Tout ça a porté tort pour la vaccination. Mais tout ce que je peux dire, le seul argument fort que je puisse vous donner, la vaccination vient dans toute l'humanité, dans tous les progrès acquis par l'humanité, après l'accès à l'eau potable, le vaccin vient juste après. En moins d'un siècle, presque un siècle, Pasteur, etc., qui avait le premier vaccin contre la rage, eh ben, quand on fait le total, il y a des vaccins qui ont des effets secondaires, etc., oui, comme un médicament. Oui. Médicament, je ne sais pas pourquoi le vaccin, non, mais il va me tuer. Même les médicaments qui ont l'attention, mais voilà, effet indésirable, irritant, machin, qui est même jusqu'à mort subite et tout. C'est pareil, hein, c'est un médicament. Mais je peux vous dire que dans toute l'histoire, depuis un siècle, la vaccination en général, toutes les vaccinations, ont épargné, ont diminué la mortalité de 50%. Des maladies, morts de maladies infectieuses. Les vaccins, tous les vaccins confondus, ont baissé la mortalité des maladies infectieuses depuis 100 ans de 50%. Ou budget... Oui, l'augmentation du budget. Oui, c'est sûr que le budget de la santé. Oui, l'Algérie a toujours consacré, je pense, les plus gros budgets sont ceux de l'éducation et de la santé. Ouais. Mais si on ne rationalise pas, si on ne va pas anticiper sur les maladies, etc., aucun budget ne va suffire. Dès le budget à l'État, tout confondu.
dire à la défense, dire, pour les maladies, par exemple, chroniques, les diabètes, l'hypertension, les cancers, etc. Les cancers, toutes les molécules innovantes. Avec une cure, une boîte de médicaments, 11 000 €. Une boîte à l'eau. Ou un seul patient, etc. Donc tout le budget de l'État ne va pas suffire. Mais il faut aller dans l'anticipation. Il faut aller dans ce genre de travail qui a l'avance. Si on continue à manger comme ça, si on continue à fumer comme ça, de dire je vais les donner pour sortir avec le message éducatif, pour dire si vous continuez comme ça, monsieur, vous aurez un cancer dans 5 ans. Si vous continuez comme ça, vous aurez un diabète, le sucre, le gazouz, etc. Donc tout ça, il faut aller dans la prévention. La santé, c'est un budget, budget qui est la palissade en disant budgétivore. Voilà. Donc ça consomme beaucoup de budget. Et la seule façon de s'en sortir, c'est d'être dans un système d'anticipation et de participation. Parce que notre pays a toujours consacré des gros budgets, les plus hauts budgets, Madame, éducation et la santé. Et voilà, mais on est déçus. Ouais. On aimerait bien que ça soit mieux. On demande toujours mieux. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de lacunes, beaucoup de choses. Mais on avance. On avance, on est là. Voilà. Il faut que maintenant on se parle. Maintenant, toutes les institutions, à travers cette stratégie, etc., qu'on va aller vers pour sortir quelque chose de plus harmonieux. Donc, et on aimerait bien ne pas trop dépenser, parce que si on fait dans l'anticipation, on n'aurait pas besoin d'injecter beaucoup, parce que les malades, on ne va pas les abandonner. On va donner du budget, on ne peut pas mais ce sera au détriment de l'éducation, ce sera au détriment de loisirs, ce sera au détriment de certains nombres de choses. On aurait pu les gagner et puis les investir dans la culture, etc. Bien, je reviens sur votre travail, sur le travail qui a été fait par l'agence. Vous allez soumettre au président de la République cette stratégie, mais vous allez aussi lui soumettre un rapport sur le taux, sur les maladies, un rapport scientifique sur les maladies qui reviennent en Algérie. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on peut connaître quelles sont ces maladies qui augmentent? Madame, c'est clair, par exemple le diabète, oui. Les maladies cardiovasculaires, les cancers, les grandes... Quelles sont les populations les plus vulnérables? Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les populations les plus vulnérables? Madame, tout le monde. Toute la population, malheureusement, il faut passer par une éducation, par des messages, etc. Il y a du travail, mais tout le monde, malheureusement, est touché par ce genre Très bien. Voilà. On va prendre peut-être une dernière question et on va clôturer. Oui, allez-y, monsieur. Et puis il y a madame aussi qui veut poser une question. En arabe, très bien. Vers la fin, il va vous faire une. Oui, allez-y. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إسماعيل أوشيش عضو وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أشير إلى أمر خطير للغاية يخص الصحة العمومية وهو الآن ذكره الأستاذ جزاه الله خير وأشكره الشكر الجزيل بارك الله فيه. يخص الصحة العمومية وهي ما نسمي عندنا الفرينة البيضاء التي هي السبب الأول في المرض السكري الذي مرضاه يتعدى 3 4 ملايين. يكفي فقط منع استيراد هذه الفرينة البيضاء ومنع أصحاب المطاحن من نزع الفرينة البيضاء سيكو. الفرينة البيضاء. داكور. الفرينة البيضاء تاع الفرينة البيضاء. الناس انتم تستعملوها في الحلوى ما أشبه. يعني داكور. رغم بساطتها يعني ظهر يعني لا خطورة في مسحنظور هي السبب فيها حوالي 4 ولا 5 ملايين في مرض السكري. يكفي فقط منع استيراد هذه الفرينة البيضاء ومنع أصحاب المطاحن من نزع النخالة من حبة القمح. ولماذا ينزعونها؟ لسبب واحد فقط لتباع على حدة ويربح يعني ياخذون أرباح كثيرة فقط. وأن بلدان كثيرة في العالم منعت الفرينة مباشرة كان عن تأثير إيجابي للغاية على صحة المواطنين منهم هذا يعني تركيا مع اتيان
الأستاذ أردوغان. وكذلك في مخصوص الهوائيات، لقد كثرت في بلدنا بشكل رهيب في وسط الأحياء الشعبية والكثير من البنايات، وهذه كل هوائية تعمل على نصف قطر 400 متر، يعني العمل تاعها يصير كونفيرونس دو 400 متر. كل ساكن، كل إنسان يقطن في هذه المساحة هذه، يعني نسرك دو 400 متر بار انتين رولي وحده. وهذه يعني تمثل ثاني اخطار لا نهايه لها، فيما يخص السرطانات، فيما يخص. انا جاري هو امام رحمه الله توفي منها، وكنت قلت له لما وضعوا لهذه الهوائيه ماذا قالوا له؟ قالوا له ان هذه الهوائيه هذه لها نفس التاثير، نفس الاشعه كما سامبل يعني اورديناتور. كذبوا عليه. صح. il va vous répondre. Oui. نقطه في مخص يعني الهوائيه هذه j'ai pas compris. لا d'accord. سنتين رولي تاع تاع التليفونات تاع عماه. والنقطه الثانيه يعني جزاه الله خير الاستاذ، يعني ذكر امر لازم تحسيس الشعب. حنا عندنا بلادنا 18000 مسجد، والمسلمين الجزائريين كل معظمهم يصلون. خلاص يعني في كما قال يعني دي ميساج احيانا يكون بصح تعاد ولا يعني خلاص بالاعاده تثبت الامور. يعني ما يخص التغذيه، خص هذا الكاشير هذا والغازوز كلها ممنوعه مسرطنه. انا كنت صناعي والله اسمعوا، كانوا صناعيين معنا، شوف لي يخاف الله، يستعملون يعني ملونات مسرطنه، وحنا كنا واقفين بالضبط، بصح رايت الناس استعملوا. مثلا نعطيك مثال، حنا في الكوسميتيك كنا نخدموا اللحنه هذا، والحنه اصلها تجي تشينيه يعني ما تجيش حمراء سوداء، والنساء يحبوا سوداء، يضاف لها رصيد بيكراميك. هذا في الثمانينات التسعينات، رصيد بيكراميك هذا حتى لما ظهر بانه مسرطن كل الكميه اللي بقات في اوروبا بعدوها لنا، وهنا نستعملوها رغم ان يعلمون بانها مسرطنه. فيما يخص غزه نقطه مهمه للغايه. الاخيره سيل فو بلي، الاخيره. شكرا. السؤال وي. شوف انا يعني يفضح امر في الغربيين جدا، بصح انا ساعطي جانب لا تعلم له. ان التاريخ الاوروبيين كانوا قبل كانوا يعني مجرد قبائل متوحشه او وظيفه متوحشه ومتقاتله. شوف خلاص منهم عندك الفيكينغ وعندهم الوندال وعندهم كانوا لا حصر لها. هذا قبل يدرسوا عندنا في الاندلس وفي بجايه. شوف مصح في التاريخ تاعهم يتسطر على اللي يذكروه اطلاقا اللي كانوا متوحشين كانوا يتقاتلون. وهذا من اراد ان ياخذ معلومات اكثر، كانت حصه في الجزيره للصحفي علي ظفيري، كان استضافها دكتور مختص في التاريخ الاوروبي، والله سمعوا العجب. Merci beaucoup, merci. Donc, professeur va vous répondre, s'il vous plaît. Merci. Merci, صحة. صحة. أخي الكريم وشاطر وكافي في هذا الرأي، وراك كملت إجابة على التساؤلات. أنا ذكر معك ذكرت نقط بصفة دقيقة كما الفارين البيضاء. درنا يوم تحسيسي في التغذية عندها أقل من سنة، وين المشكل تاع الفارين لا فارين بلانش رجعت ودرنا دي ريكومونداسيون باش ما تكونش لا سوبفونسيون دو ليتا، باش ما تدعمش استيراد هذا، ضربوا في جيبو باش يحبس. فوالا سي بون سي بون. Allez-y, asseyez-vous, il va vous répondre. صحة. ولي زونتين رولي هادو عندك الحق، مي مازال دراسات علميه فيها كان واحد اللي فيها تناقضات، باش باش يكون برهان 100% علمي بان هذا الاشعاع اللي يخرج من هذا لي زونتين اذا عنده كان حبوا يربطوه بعض الاورام avec telle longueur d'onde تكون مرتبطه بك تال كونسير اتسيتيرا، لان شافوا باغ اكزومبل قرب المدارس كاين وين كانوا هاد الهوائيات هاد لي زونتان، كان الاولاد صغار في لاكور ريسانهم كانوا يوجعوهم اتسيتيرا، دونك كان مؤشرات ديجا اذا اخي الكريم انا
موافقك في هذه التساؤلات وراك جبت جبت اضافات جديده ونشكرك عليها. Merci, professeur. Donc, s'il n'y a plus de questions, oui, oui, allez-y, madame. Sinon, si vous voulez prendre, elle veut prendre une intervention en arabe. Sinon, on va laisser à la fin ou là, vous voulez le faire maintenant? Sinon, elle vous prendra vers la fin. خلاص؟ معليش, allez-y, posez votre question. فيما تتمثل أهم الخطوط العريضة الاستراتيجية الخاصة بالأمن والتحديات تاعها باختصار برك، والبلان هذاك 2025-2030 وش فيه وش يتضمن؟ مدام دوك نعطيك. Donc, on va donc clôturer et il va vous faire une intervention en arabe. Merci, professeur. Je vous laisse peut-être le dernier mot avant de clôturer le forum. Oui. Voilà, je me permets d'insister que il faut avoir peur sans avoir peur. Allez, avoir juste suffisamment un niveau de peur de façon à ce qu'on soit conscient, voilà. Et qu'on réagisse à Dawal, c'est ce que je voulais dire, mais je l'ai exprimé comme ça parce que je le vis aussi avec passion, que je vois les données, je vois, etc. Donc je suis obligé de... Vous êtes bien placé pour... Je suis obligé de... Absolument. Donc ça c'est très important. Ou même, je vous redis encore, il faut priorité, puisqu'on est là entre nous, etc. D'abord, l'alimentation, votre alimentation, celle de vos proches et de votre famille. Faites très très attention avec tous ces systèmes de sucre. Comme on est encore loin, j'ai pris un café là, pas loin. Café là, les 5 avenues. Je vous assure, j'étais au comptoir. Quand il faisait le j'étais avec mon café, je te dirais bon, j'ai vu qu'il y avait comme ça quand Firassi, j'ai compris qu'il y avait 5 cuillerées de sucre. J'ai commencé à compter. Enfin, sans le regarder, je compte. Vous savez, il a mis 13 cuillères. Je vous assure. Café dans le sucre. Wallah العظيم غير شتو دار 13 cuillères de sucre. خزرت فيه كنت رايح نهضر comme je l'ai vu il était un peu agressif قلت دوك يسبني ولا حاجه قلت له نقول له خويا علاه بزاف عليك 13 cuillères de sucre. C'est terrible. C'est incroyable. Donc faites attention à ça. C'est des messages très 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 simples. Faites attention à la canicule هذه aussi. Les chapeaux, l'ouladkom, etc. Parce que ça fait le 13e, et ça je vous le donne comme information, parce qu'elle n'était pas vis-à-vis avec la santé, la répercussion de la canicule sur... C'est le 13e mois, que la canicule persiste, oui. Persiste. Parce que la canicule, elle est calculée, il faut que 3 jours et 3 nuits de suite. Ça dépend des régions. Il faut qu'il fasse pendant 3 jours et 3 nuits 32 degrés. Sahara, c'est parce qu'ils sont habitués un peu plus. Il y a 2 degrés de plus. Là, c'est toléré. Ça fait, ça descend en dessous. On dit, voilà, on a eu 15 jours de canicule, on a eu 1 mois. Là, ça fait, c'est le 13e mois. 13e mois, elle n'a pas décroché. Donc, je ne sais pas. C'est grave. Ou le mois de juin, la moyenne au niveau de la Terre, le Kura al-Ardiya, Bikamiliya, n'a pas connu une aussi haute température moyenne. Darouga les moyennes dans le monde entier. La plus haute moyenne qui a été enregistrée depuis qu'on enregistre, que la Terre est connue. Vous voyez, ça aussi c'est important. Voilà. Merci professeur. Monsieur le directeur général. Encore une fois, chers consoeurs, chers confrères, merci. Et
je vais dire merci au professeur, pas pour cette conférence, mais pour ce cours pédagogique. Oui. Vous êtes à la tête d'une agence stratégique qui a des objectifs. Et à mon sens, le premier objectif, c'est d'abord d'avoir reconnecté toutes les institutions en charge du domaine sanitaire. Elles se parlent et le but, c'est maintenant, c'est de mutualiser tous les efforts. En conclusion, nous dirons que votre agence, c'est un peu le chef d'orchestre de toutes ces agences pour une belle symphonie de prévention et d'anticipation sanitaire. Merci, professeur. Merci à vous. Prochain forum, Inch'Allah. Merci.